Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé ce lundi avec les fêtières du secteur privé. Plusieurs sujets sur la table, notamment la sécurité, la lutte contre la corruption, la fiscalité aussi. Les ministres gouverneurs du district autonome nommés en juin dernier ont aussi été reçus ce lundi par le Premier ministre en ligne de mire leur feuille de route. Dans ce journal, vous découvrirez en exclusivité le nouveau centre d'accueil d'enfants en difficulté construit par la Fondation Children of Africa à Soubré, dans le sud-ouest du pays. Sa vocation, sortir des tout-petits des griffes de la traite et du travail dans les champs de café, de cacao, d'EVA et de palmiers à huile. Belle découverte à suivre. Et puis à l'étranger, l'armée soudanaise a procédé ce matin à une série d'arrestations de dirigeants civils, membres du Conseil de souveraineté, des arrestations dénoncées par la population pro-civile qui est descendue dans la rue pour exiger la libération des prisonniers et la transition vers un État civil, une crise à faire réagir la communauté internationale. Le Centre d'études prospectives CEP a lancé ses activités ce lundi à Abidjan avec le sujet de la sécurité alimentaire en Afrique dans un contexte de zone de libre-échange continentale. La séance inaugurale a été présidée par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi. Les précisions de Salif Alekwe et Fulgence Kissiedou. Le Centre d'études prospectives a démarré ses activités à travers une conférence inaugurale. La zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique, est la thématique qui a réuni décideurs publics, experts, représentants d'organismes internationaux. Présidant les travaux, le Premier ministre Patrick Achi attend beaucoup de ces travaux afin de proposer des solutions concrètes aux dirigeants du continent. Notre continent est confronté à des défis qui, s'ils sont correctement adressés, sont des opportunités formidables. Il s'agit notamment de la croissance démographique que connaît l'Afrique, avec une forte proportion de jeunes, pleine créativité, des ressources naturelles abondantes. Le continent recèle de plus de 60% de terres arables inexploitées. De la diversité écologique dont la sauvegarde est essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans un tel contexte, je crois que le rôle du Centre d'études prospectives est très important pour éclairer les décideurs politiques que nous sommes. Notre think tank naît de la volonté de cadres du secteur public et du secteur privé, d'universitaires, d'entrepreneurs, d'étudiants, de ministres, de leaders d'opinion, de femmes et d'hommes venus d'ici et d'ailleurs, de se réunir et de réfléchir. Réfléchir aux questions du passé, aux défis de demain et aux contraintes du quotidien dans un cadre apolitique, indépendant et constructif. Plusieurs panels ont marqué ce lancement avec des experts qui fondent beaucoup d'espoir sur la zone de libre-échange. Nous pensons que c'est une opportunité unique justement de faire fi de toutes les barrières transfrontalières qui empêchent justement la circulation des produits, des biens et des personnes. Alors c'est une opportunité unique, mais pour ce faire, il faut qu'on s'assure aussi qu'on ne laisse personne de côté. Donc en justement multipliant les échanges, on doit savoir qu'1 milliard d'Africains n'ont pas accès à une alimentation saine. C'est énorme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement trouver le moyen d'avoir des filets de protection sociale pour donner les revenus à ceux qui en ont moins, les plus vulnérables, justement faire de la ZLECAf non seulement une opportunité pour tirer tout le potentiel agricole dont l'Afrique regorge, mais aussi faire attention que l'homme, la femme, l'être humain soit au centre de ce développement et qu'il bénéficie des retombées justement de cette croissance qui se veut durable. L'accord réduira les droits de douane entre les pays membres et traitera d'aspects de politique générale liés notamment à la facilitation des échanges et aux services, tout en englobant des dispositions réglementaires telles que les normes sanitaires et les barrières techniques au commerce. Je vous propose à présent de découvrir en exclusivité le nouveau centre d'accueil d'enfants en difficulté construit par la Fondation Children of Africa à Soubré, dans le sud-ouest du pays. Sa vocation, sortir les tout-petits des griffes de la traite et du travail dans les champs de café, de cacao, d'EVA et de palmiers à huile. Le challenge consiste à réhabiliter socialement, moralement et physiquement ces enfants éprouvés par la vie afin d'assurer leur insertion
dans la société. À ce jour, on y trouve 44 pensionnaires sur 80 places disponibles. Une belle découverte à suivre dans ce reportage de Yeli Traoré et Tanguy Conan. La taille du bâtiment est à la mesure de l'ambition, celle de sortir les enfants des griffes de la traite des enfants, du travail dans les champs de cacao et de leur donner une seconde chance. Bienvenue à la maison d'accueil pour enfants en détresse de Soubré, construite par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Inauguré le 7 juin 2018, ce centre d'une capacité de 80 places est composé de 2 dortoirs séparés pour filles et garçons, d'une salle polyvalente destinée à l'éducation et aux loisirs, de 2 salles d'activité, d'un bâtiment administratif comprenant un réfectoire, une infirmerie, des bureaux, une salle de réunion et 2 salles de garde, une aire de jeu équipée d'un plateau sportif et un terrain de sport. Le centre d'une capacité de 80 places reçoit déjà plusieurs dizaines de pensionnaires. Les enfants sont au nombre de 41 à ce jour. Nous recevons des enfants de 5 à 18 ans, la tranche d'âge. Je suis dans le centre ici depuis 3 mois. Je me sens mieux, ça se passe bien. Je me sens à l'aise parce que les indicateurs, ils sont gentils avec moi. Ils ne me frappent pas. Mais les gardiens là, ils sont gentils avec moi. Ceux qui me conseillent, sont gentils avec moi. Les enfants placés dans ce centre de Soubré, au cœur de la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, connue pour ses cultures de café, de cacao, d'EVA et de palmiers à huile, sont repérés grâce au travail d'une ONG locale, EFRAD. Je fais des tournées de sensibilisation et d'information. Et quand j'arrive là-bas, quand on m'accepte, je leur parle des enfants démunis, les enfants maltraités, traite des enfants, l'exploitation des enfants dans la cacaoculture. Et je leur dis, les enfants n'ont pas leur place au champ, mais les enfants ont leur place à l'école. On dit merci à Dieu parce que la première dame nous a fait un centre d'accueil. Ce centre d'accueil, vraiment, peut vous aider à prendre vos enfants en charge, à protéger vos enfants. Les nouveaux pensionnaires sont pris en charge dès leur arrivée dans les locaux du centre. Tu n'as jamais été à l'école. Jamais. Donc ici, tu vas répondre. Tu vas aller, comme tu dis que tu souhaites aller à l'école, tu vas répondre. Et puis si au besoin, tu vois que tes amis qui apprennent, si ça t'intéresse, tu peux faire. En plus de l'école, tu peux apprendre un métier ici. Une fois admis au sein du centre, le nouveau pensionnaire aura le choix entre plusieurs activités visant à lui procurer une formation de base pour son insertion dans la société. Nous avons plusieurs métiers, plusieurs ateliers d'apprentissage. Nous avons un atelier de formation à la couture homme, couture dame. Nous avons également le métier de coiffure dame. Nous avons également aussi la coiffure homme. Et nous avons également aussi l'apprentissage, l'élevage de lapins, la cuiniculture, où les enfants apprennent à l'élevage de lapins. Nous avons également l'alphabétisation. Les enfants sont formés à l'alphabétisation parce qu'ils apprennent à lire et écrire. Nous avons aussi l'initiation à l'informatique. Ils pourront exercer, s'installer à leur propre compte plus tard. J'apprends la couture, la coiffure, le tricotage. Ici, depuis 6 mois. Ça se passe bien. J'apprends la couture. Ceux des pensionnaires qui souhaitent apprendre un métier non disponible dans la palette présentée par le centre, comme la mécanique, peuvent le faire grâce à un partenariat avec ce garage automobile jouxtant les locaux du centre. Avant l'arrivée de la maladie à coronavirus, il y a 2 déjà qui étaient avec nous ici. Ils ont été formés ici pendant quelques temps. Après la maladie, ils sont retournés au centre. Bon, je crois que dans ces jours-là encore, il y a d'autres personnes qui désirent se former. Il y a presque 5 personnes qui étaient là. J'ai toujours donné mon accord pour pouvoir les former. Durant tout le séjour, le personnel du centre est aux petits soins pour les jeunes gens qui sont sous leur responsabilité. S'assurant qu'il ne manque de rien d'essentiel, comme les 3 repas quotidiens. Les matins, on se réveille, on dresse les lits, on se brosse les dents, on se lave, on sort, on vient au fêtoir, on lave les mains, on vient manger. Le repas le midi, c'est riz et poulet. Je mange bien, je dors bien. Je suis ici dans le centre depuis 4 mois. 4 mois. Chaque matin, on a le droit au petit déjeuner. Ce centre de Soubré, avec celui qui sera bientôt inauguré à Ferkessé-Dougou, arrivent à point nommé pour pallier l'absence de centre de transit dédié sur le territoire ivoirien.
ce qui rendait difficile la protection et la resocialisation des enfants victimes de la traite, de l'exploitation et des pires formes de travail. Désormais, ces 2 centres prennent en charge temporairement ces enfants éprouvés par la vie afin de les réhabiliter socialement, moralement, mais aussi physiquement. La fondation Children of Africa a cédé le centre à l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le reste de l'actualité, le chef du gouvernement ivoirien a aussi échangé ce lundi avec les fêtières du secteur privé. Plusieurs sujets sur la table, notamment la sécurité, la lutte contre la corruption et la fiscalité. Aussi, les ministres-gouverneurs du district autonome, nommés en juin dernier, ont aussi été reçus ce lundi par Patrick Achi. En ligne de mire, leur feuille de route. On suit les précisions de Salif Yelekwe et Fulgence Kissiedo. Dans l'après-midi de ce lundi, les ministres-gouverneurs ont été reçus par le chef du gouvernement. Les échanges ont porté sur leur feuille de route, les conditions de travail. Les hôtes du chef du gouvernement, au terme de ce rendez-vous, ont exprimé leur satisfaction. Nous avons abordé toutes les préoccupations qui étaient les nôtres. Le Premier ministre a apporté les réponses. Nous repartons très satisfaits et chacun de nous va s'engager à donner le maximum qu'il peut sur le terrain pour que très bientôt, vous voyez les résultats que nous sommes en capacité de produire. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, puisque c'est vous qui en rendez compte à la nation, les ministres-gouverneurs sont déjà sur le terrain, certains pour se présenter et définir leur programme d'action, d'autres pour renforcer le dispositif déjà initié au préalable, et certains autres pour prendre conscience des réalités sur le terrain, de manière à ce que les actions qui seront conduites répondent aux aspirations des populations. Bien avant, les chefs d'entreprise privées étaient chez le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi. Plusieurs sujets à l'ordre du jour également au menu des groupes de travail mis en place il y a quelques semaines. La sécurité, la lutte contre la corruption, les questions fiscales entre autres. Un sit-in a eu lieu ce lundi à l'Institut national de formation judiciaire. Les élèves de la première et deuxième promotion de l'école du personnel pénitentiaire ont manifesté leur mécontentement au siège de l'établissement pour 2 années de bourse impayée. Ils réclament la totalité de leur bourse. Jean-Michel Quadio, Mathurin Badé. Cocody de Plateau. Ce lundi matin, 123 élèves de l'école du personnel pénitentiaire se sont rassemblés devant le siège de l'établissement pour manifester leur mécontentement relatif à 2 années de bourse impayée. Issus des promotions 2019-2020 et 2020-2021, ils dénoncent cette injustice et revendiquent la totalité des montants qui leur sont dus. Nous, les élèves de l'école du personnel pénitentiaire, nous n'avons pas encore reçu nos bourses depuis maintenant 3 ans. On a mené plusieurs démarches qui n'ont pas connu de succès. Voilà, on a été reçus à maintes reprises par nos responsables de l'établissement, notamment notre directeur, le directeur financier. Et jusque-là, des promesses, on va de promesse en promesse. Les élèves aujourd'hui ont besoin de concret. À quand le paiement des bourses? Nous voulons voir l'argent virer sur nos comptes pour être satisfaits. Aucune de ces promotions n'a reçu de bourse. Depuis 3 années de cela, on n'a pas reçu de bourse. Alors que les élèves greffiers, les élèves magistrats perçoivent leur bourse de façon permanente. Chaque fin du mois, ils perçoivent leur bourse. Nous sommes quasiment au terme de notre formation. On n'a reçu aucun centime de notre bourse. C'est pourquoi nous sommes là. Approché pour en savoir plus sur les plaintes des élèves, le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, entité mise en cause, n'a pas voulu se prononcer sur la question. L'école du personnel pénitentiaire forme des administrateurs des services pénitentiaires, des attachés de services pénitentiaires, des contrôleurs des établissements pénitentiaires et des agents d'encadrement des établissements pénitentiaires. On en sait un peu plus sur les organes et le bureau exécutif du PPACI, le Parti des peuples africains. Laurent Gbagbo, président du parti, a procédé ce lundi à Cocody à la nomination des membres du commando qui animera son nouveau parti. Sans surprise, ses plus fidèles lieutenants ont été retenus dans cette nouvelle équipe. Pierre Dipomela. Un peu plus d'une semaine après la création du PPACI, Parti des peuples africains, l'ossature et les animateurs de ce nouveau parti sont connus. Une liste non exhaustive a été présentée.
Les responsables des autres organes du parti ainsi que les membres du secrétariat général seront nommés ultérieurement. Le professeur Hubert Oulaye a été désigné président du conseil exécutif. Damana Adia Picasse, lui, occupe le secrétariat général du parti et Justin Koné-Katinan sera chargé du porte-parole du PPACI. Son adjointe est Abiba Touré, qui est aussi la porte-parole de Laurent Gbagbo. Assoadou, lui, a été désigné comme président du conseil stratégique et politique du PPACI et sera secondé par l'ancien ministre Sébastien Danon-Djedje. Le PPACI, Parti des peuples africains, créé à la suite des dissensions avec le FPI, Front populaire ivoirien, a été porté sur les fonds baptismaux le 17 octobre à l'issue d'un congrès constitutif, un nouvel outil de lutte politique pour l'ex-prisonnier de la Haye qui claironne désormais le panafricanisme. Et dans ce commando du Parti des peuples africains, il y en a un qui a reçu une bonne nouvelle venant de l'administration Ouattara. Il s'agit de Justin Koné-Katinan, qui a à peine nommé porte-parole du PPACI, vient d'être réintégré à la fonction publique selon une note signée du directeur général des impôts Sié Abou Ouattara le 21 octobre dernier. Soit 4 mois après son retour d'exil, Justin Koné-Katinan a été réintégré en qualité d'administrateur des services financiers. L'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire a reçu hier la visite de Dr Hakima Eleit, la présidente de l'Internationale libérale, une rencontre d'échange et de partage d'expériences très attendue des jeunes libéraux ivoiriens qui se disent satisfaits. Brice Niawa, Mathurin Badé. Amener ses membres de l'OJLCI, Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, à plus d'engagement dans l'action politique, tout en restant tolérants et respectueux des opinions contradictoires. C'est l'essentiel du message de la présidente de l'Internationale libérale, Fédération mondiale des partis politiques libéraux, face aux préoccupations de ces jeunes. J'ai vu de la motivation, j'ai vu de la volonté, j'ai vu aussi un peu de détresse. Et ça, il n'y a que le sentiment de la bataille pour la dignité, pour la liberté, pour un meilleur avenir qui peut animer ces jeunes et faire en sorte qu'on ait une Côte d'Ivoire prospère ou une Afrique prospère. Donc nous pouvons demain, grâce à ces jeunes, s'ils sont mis sur la bonne trajectoire, devenir la première civilisation décarbonée de l'histoire de l'humanité. La rencontre est à l'initiative des jeunes libéraux ivoiriens qui ont voulu s'abreuver à la source d'une femme d'expérience. Il faut dire que voilà, c'est une rencontre que nous attendions il y a très longtemps parce que c'était pour nous un privilège de prendre part à cette rencontre. Nous avons appris beaucoup à travers ses conseils, à travers ses expériences qu'elle a vécues. Donc je pense que c'est des paroles qui vont d'emblée nous galvaniser à militer au sein de ce libéralisme. Elle nous a demandé de beaucoup apprendre aussi, de nous cultiver, de pouvoir demain être les nouveaux dirigeants du pays. Parler avec Madame la Présidente, cela nous permet donc d'ouvrir d'autres cadres pour que cette jeunesse qui a soif donc de la justice, qui a soif de la dignité puisse être rassurée. Donc sa présence ici nous donne beaucoup d'espoir. La visite de la présidente de l'Internationale libérale est en marge de la cérémonie du lancement du centre d'études prospectives au Sofitel Ivoire, ce lundi, en présence du Premier ministre ivoirien. Ce soir, coup de projecteur sur une étudiante, pas comme les autres. Elle se bat pour subvenir à ses besoins, bien qu'étant toujours sur les bancs. C'est l'histoire de Reine Bailly, étudiante âgée de 24 ans en faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chaque jour, à ses heures creuses, Reine enfourche sa moto pour assurer son business de livraison à domicile de paquets et colis, un tremplin qui lui permet de soutenir ses parents et de la rendre financièrement autonome, comme nous le montrent Nadia Edja et Eric Kimou. Marie-Reine est étudiante en 2e année de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous les matins, pendant ses congés, après avoir accompli les tâches de la maison, Marie-Reine se prépare pour ses livraisons du jour, une activité qu'elle combine bien avec ses études en droit. Je me suis investie dans le business de la livraison parce que d'abord, on a tous remarqué que c'est un domaine qui est un peu rentable. Voilà, et compte tenu de mes études, voilà, j'ai préféré investir dans ce domaine pour pouvoir aussi aider les parents
et aussi moi aussi subvenir à mes besoins. Quand je vais commencer les cours sur moi, je vais encore faire appel à mon livreur pour pouvoir travailler avec lui. Ce matin, Christophe, social manager, lui confie des livraisons évaluées à environ 70 000 francs. Si l'émetteur des colis du jour a été surpris lors de leur premier échange, aujourd'hui il est conquis par le sérieux et le courage de cette jeune étudiante. Elle m'a envoyé un message. Donc elle a dit « Bonjour monsieur, je fais des livraisons, j'aimerais que vous soyez mon partenaire ». Donc j'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci, envoyez-moi votre grille tarifaire ». Donc elle m'a envoyé sa grille tarifaire. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci monsieur, je vous rappelle ». Elle a dit « Non, ce n'est pas monsieur ». Franchement, j'apprécie le fait qu'elle puisse faire tout son possible pour satisfaire la clientèle, pour être là et tout ça. Et même quand elle n'est pas disponible, parce qu'il y a des fois où elle a des compos, elle prend quelqu'un avec qui travailler et tout ça. Pour moi, il n'y a pas de métier propre aux hommes et des métiers propres aux femmes. Tant que tu peux le faire, que tu as la volonté de le faire, je pense que c'est déjà le plus important. Voilà, il n'y a pas de métier propre à un homme. Aujourd'hui, on trouve des femmes qui sont présidentes, ministres, tout et tout. Donc... Pour elle, le genre ne devrait en aucun cas constituer un frein dans le choix d'une profession. Marie-Reine se dit pleinement consciente des risques liés au métier de livraison à moto dans la ville d'Abidjan. Si elle se démène autant, c'est pour atteindre son ambition professionnelle. Et comme ambition, je veux beaucoup me spécialiser dans le domaine du droit, disons de la justice. Mon rêve le plus ardent, c'est d'être magistrate. Et en attendant que j'arrive à cela, bon, comme on le dit en mots ivoiriens, je dois gris-gras me chercher. Comme Marie-Reine, nombreuses sont ces étudiantes qui se battent au quotidien pour vivre décemment et réaliser leurs rêves. Des cas qui ne demandent qu'à être encouragés. Plus d'un an déjà que les frontières terrestres entre les États de la sous-région sont fermées pour cause de restrictions sanitaires dues au Covid-19. Cette mesure pour empêcher une propagation à grande échelle du nouveau coronavirus n'est pas sans effet sur le terrain, notamment à Bobo-Dioulasso, dans la deuxième grande ville du Burkina Faso, où les transporteurs locaux vivent des activités aux frontières ivoiriennes et maliennes via Banfora et Sendou. Tout est à l'arrêt. Véhicules sous cale depuis lors, chauffeurs au chômage, transporteurs désemparés, confrontés aux charges de patente et d'assurance. Voilà le difficile quotidien du monde des transporteurs. Les commerçants des gares routières broient eux aussi du noir, touchés par la paralysie des activités des transporteurs. Tous crient famine et implorent surtout les décideurs pour voir enfin le bout du tunnel. La galère des transporteurs et des commerçants impactés par la fermeture des frontières pour cause du Covid-19. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux à Bobo-Dioulasso, Tiémé-Dandjé, Arona Zeba. Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Dans les rues, un trafic fluide. Des automobilistes constitués de véhicules personnels et administratifs, des engins à 2 roues sont les seuls usagers de la route. Les mini-cars et cars de transport long courrier, notamment inter-États, manquent à l'appel de ce trafic. Leur zone d'opération, les lignes frontalières ivoiriennes Bobo-Ouagolo et maliennes Bobo-Sikasso. Des lignes fermées du fait des restrictions imposées par la Covid-19. Tout mouvement comme ce convoi qui détient un laissez-passer pour des festivités religieuses du Maouloud à Niamey au Niger les irrite. Le convoi en transit est immobilisé. À la manœuvre, ce leader syndical et ses camarades. Nous ne sommes pas contents des fermetures des frontières. On ne peut pas fermer des frontières à d'autres personnes et l'ouvrir à d'autres. Vous voyez, non, c'est pas juste, quoi. Voilà, donc si c'est fermé pour tout le monde. Dans cette gare sans vie, cette commerçante attend désespérément un client. Elle dépeint un quotidien bien sombre. Depuis la fermeture des frontières, c'est la galère. Nous n'arrivons plus à écouler nos marchandises sur le marché. À quelques pas de là, ces opérateurs sont en râle. Ils se lâchent, le ton haut, le verbe fort. Ça fait 1 an et demi que Gary ne travaille pas. Le collège est arrivé, mes enfants sont à l'école. Je n'arrive même pas à payer mes collèges. Tout le temps, mes enfants m'appellent. Papa, comment je viens. J'ai toujours Gary là. Je ne sais même pas comment il faut faire. Quand j'appelle mon patron, il dit d'attendre un peu. Moi, je parle là. Quand dans un mois, je fais 3 vagues à Côte d'Ivoire. J'ai arrêté un mois comme ça, 3 cas.
Partout, tu demandes le crédit 5 000 francs ici. Tu demandes le crédit 5 000 francs. Et je dis salam alaikum, fille pour laisser toi. Dis-le qu'il est venu encore. Mais ça va pas. Les responsables des fêtières de transporteurs dans le Haut Conseil déplorent la situation. L'on met en épingle un secteur à l'agonie. Et depuis une année et quelques, rien ne marche, tout est fermé. Donc ça joue énormément sur nos économies et c'est en train de nous tuer à petit feu. On est à plat. Les cars qui sont là, ils sont garés. Il y a d'autres qui étaient obligés même d'enlever des pièces, à les vendre pour pouvoir se nourrir. On n'arrive plus à payer les chauffeurs. On a, comment dirais, les maisons d'assurance qui nous appellent nuit et jour. Il y a la patente qu'on paye. Vraiment, c'est de sérieux problèmes. Pour se tirer d'affaire, commerçants et transporteurs ont tous le regard rivé vers le chef d'État, invités à se pencher sur leur galère qui n'a, selon eux, que trop duré. On lance un cri de cœur à tous les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest, voyez, non, donc d'ouvrir les frontières. Parce que nous ne sommes pas accompagnés. On est laissés à nous-mêmes. Donc le peu que nous gagnons dans les trafics, dans les transports, on n'arrive pas à voir. En attendant, ils battent désespérément le pavé avec à l'unisson une seule requête, l'ouverture des frontières. Ouvrez les frontières à tous. Et puis on termine avec ces images de l'étranger, précisément de l'armée soudanaise qui a procédé ce matin à une série d'arrestations de dirigeants civils, membres du Conseil de souveraineté. Des arrestations dénoncées par la population pro-civile qui est descendue, vous le voyez sur ces images, dans la rue pour exiger la libération des prisonniers et la transition vers un état civil, une crise qui a fait réagir la communauté internationale, évidemment. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50.